Calmez-vous, Barney. Tout va bien. Personne ne vous fera de mal. Ces mots ils pourraient devenir le début d'une histoire qui a bouleversé l'esprit de nombreux. Les questions sur les objets volants non identifiés et les enlèvements d'humains par des extraterrestres restent d'actualité, suscitant des débats et des doutes. Selon des études, environ 4 millions d'Américains affirment avoir été victimes d'enlèvements. La plupart d'entre eux rapportent que des implants ont été introduits dans leur corps, surveillant leur état, leur métabolisme et même leurs pensées. Les victimes d'enlèvement se décrivent comme des cobayes, étudiés par des invités non sollicités d'un autre monde. Le ufologue britannique John Spencer, qui a consacré plusieurs années à l'étude de ce phénomène mystérieux, note que la discussion sur les enlèvements d'humains par des extraterrestres est devenue plus active après que les époux Hill ont partagé leur histoire. J'ai pris connaissance de nombreux récits de personnes ayant vécu un enlèvement, dit-il. Ils pensaient être contrôlés par des êtres d'une autre planète. Selon leur dire, les extraterrestres les emmenaient à bord d'un vaisseau spatial et procédaient à un examen médical, introduisant dans leur organisme un implant ou un émetteur. Certains de ceux qui ont vécu cela affirment que cet incident les hante toute leur vie, influençant le destin tant des victimes elles-mêmes que de leurs enfants, se transmettant de génération en génération. Spencer admet cette possibilité et affirme même que ce phénomène inhabituel existe réellement. Il y a beaucoup de témoignages d'enlevés. Je ne pense pas que tout soit le fruit d'une imagination débordante, ajoute-t-il. Pour lui, l'argument le plus fort prouvant la véracité de leurs paroles est le fait que le destin de certains des victimes a radicalement changé après l'incident. J'ai parlé à beaucoup de ceux qui pensaient avoir été enlevés par des extraterrestres. La vie de la plupart d'entre eux, soit environ 30 personnes, a effectivement subi de sérieux changements. Ils ont soudainement développé des talents artistiques. Certains sont devenus musiciens, d'autres se sont passionnés pour la sculpture sur bois, d'autres encore ont commencé à faire des films. Tout cela leur est arrivé après l'enlèvement, raconte-t-il. Les déclarations concernant les enlèvements d'humains par des extraterrestres ont commencé à apparaître depuis 1961 lorsque le premier cas de ce type a été enregistré. Les victimes affirmaient avoir été enlevées la nuit pendant leur sommeil par des êtres capables de traverser les murs et de se déplacer instantanément dans l'espace. Les ufologues considèrent que l'histoire de Barney et Betty Hill est une preuve indiscutable de ce phénomène. Tard dans la soirée de 1961, un couple de mariés rentrait par une route déserte le long des Monts Blancs. Ils décidèrent de quitter la route et réalisèrent bientôt qu'ils s'étaient perdus. Mon mari et moi revenions de Montréal. Nous avions entendu qu'un ouragan approchait et pour rentrer chez nous le plus vite possible, nous avons décidé de couper à travers, se souvient Betty. C'était la fin de l'automne et ils savaient qu'ils ne rencontreraient personne dans les montagnes. À Colebrook, ils prirent un hanka, se reposèrent un peu et reprirent la route. Nous avons regardé l'horloge, il était exactement 10 heures du soir, continue-t-elle. Betty travaillait dans les services sociaux, tandis que Barney était facteur et faisait partie d'une organisation américaine de défense des droits civiques. Ils avaient tous les deux environ 40 ans et aucun d'eux n'avait jamais eu de problèmes psychologiques auparavant. Pendant qu'ils circulaient sur la route de montagne, Betty remarqua un objet sphérique dans le ciel. Nous ne pouvions pas le quitter des yeux. Il devenait de plus en plus grand et lumineux. Au début, j'ai pensé que c'était une sorte de machine ou d'avion, raconte. Le couple décida de sortir de la voiture pour mieux observer l'objet. Lorsque Barney et Betty Hill s'arrêtèrent, l'objet changea de trajectoire. Autour de lui, des lumières multicolores s'allumèrent et il commença à s'approcher d'eux. Le couple continua à avancer, parcourant environ 45 km sans comprendre ce que c'était. Ils n'avaient jamais rencontré quelque chose de semblable auparavant. Betty baissa la vitre et agita la main, après quoi l'objet vola environ 1 km et se suspendit dans les airs. S'étant à nouveau arrêté, Barney sortit de la voiture, emportant des jumelles
pour mieux observer la sphère lumineuse. En s'approchant, il remarqua que des personnes se tenaient près des fenêtres de ce vaisseau volant, l'observant. À ce moment-là, des panneaux, ressemblant à des nageoires, se levèrent sur les côtés du vaisseau, aux extrémités desquels brillaient des lumières rouges. L'engin commença à descendre, mais Barney ressentit une inquiétude troublante. Il avait l'impression que quelque chose n'allait pas et proposa à Betty de quitter cet endroit, craignant qu'il puisse être capturé. Les époux Hill désespéraient de retrouver leur chemin, mais ils aperçurent bientôt un panneau indiquant la ville de Concord, située à 25 km. Il s'avéra qu'ils avaient circulé dans les Monts Blancs pendant 2 heures de plus que prévu. Le lendemain, ils racontèrent leur expérience à des représentants des forces armées. Les militaires les écoutèrent avec intérêt, car au moment de la rencontre, les radars avaient détecté un objet non identifié au-dessus des Monts Blancs. Cependant, le récit des Hill comportait également des zones d'ombre. Ils se souvenaient exactement comment ils avaient rencontré un homme sur la route, et pendant environ 1 mois, ils étaient revenus en arrière, essayant de trouver cet endroit pour se rappeler les détails de ce qui s'était passé. Peu à peu, des fragments commençaient à remonter à la mémoire. Bien que rien de terrible ne semblait s'être produit, Barney avait commencé à avoir des problèmes cardiaques. Le médecin lui avait prescrit des médicaments, mais il n'aidait pas et il lui avait conseillé de consulter un psychiatre. Lors d'une des séances, Barney avait mentionné qu'il cherchait un endroit sur une route de montagne où, selon eux, ils avaient vu un ovni. Ils avaient rencontré de nombreuses personnes qui avaient également observé des ovnis, mais ils n'avaient pas réussi à trouver cet endroit. Ils avaient été dirigés vers Boston chez un psychiatre nommé Benjamin Simon, où ils avaient commencé un cours d'hypnose. Une semaine plus tard, Betty avait commencé à faire des cauchemars où elle était enlevée par des extraterrestres. Elle avait noté ses rêves et en avait parlé à Barney. Après l'incident sur la route de montagne, les Hill avaient rencontré des problèmes de santé. Finalement, 2 ans après l'événement mystérieux, le couple avait accepté de suivre plusieurs séances d'hypnose avec le docteur Simon. Pendant les séances, Barney disait « Je veux me réveiller ». À quoi on lui répondait « Non, tu ne te réveilleras pas. Tu dors profondément et tu te sens en sécurité. Détends-toi, personne ne te fera de mal ». Il continuait « Cette créature ». Son capitaine me dit quelque chose. Lorsqu'on lui demandait comment, il répondait « Je le vois sur son visage ». « Tu veux dire que tu lis sur ses lèvres ?» lui demandait-on. « Non, il ne bouge pas, il me regarde. » Puis il ajoutait « Il me dit de le regarder. » Tout va bien, il lit mes pensées. Dans une panique, il s'écriait « Je veux me réveiller, laissez-moi sortir d'ici ». Les témoignages de Barney et Betty Hill ont une énorme importance, car personne n'avait jamais été confronté à quelque chose de semblable auparavant. Ils ne pouvaient pas lire à ce sujet dans les journaux. Le couple avait travaillé avec l'un des meilleurs psychiatres de Boston, qui avait mené des séances avec chacun d'eux séparément pendant 6 mois. Chacun d'eux racontait la même histoire, bien que Betty fût plus bavarde. Peut-être parce que son mari était en état de choc psychologique après l'incident. Après un week-end passé au Canada, les Hill rentraient chez eux. Ils roulaient en direction de Boston lorsqu'ils remarquèrent qu'un ovni les suivait. Le couple avait arrêté la voiture sur le bas-côté et l'objet non identifié était resté suspendu au-dessus de l'autoroute. Ce qui s'était passé après cela, les Hill ne s'en souvenaient pas. Dans la mémoire du couple, il ne restait qu'une image floue. 2 heures plus tard, ils se retrouvaient sur l'autoroute, complètement épuisés, et poursuivaient leur chemin vers la maison. Peu de temps après, Barney avait ressenti un malaise. À la recherche d'une explication, ils se sont tournés vers le docteur Benjamin Simon. Lors de la séance d'hypnose, chacun d'eux a raconté en détail comment ils avaient été enlevés et comment ils s'étaient retrouvés à bord d'un ovni. Le docteur Simon, qui avant cet incident ne croyait pas à l'existence des ovnis, a été impressionné par leur récit et a finalement écrit et publié un livre sur ce qui s'était passé. Il ne doutait pas que l'histoire de Betty et Barney était réelle.
Le couple a fourni des témoignages très convaincants, mais en même temps déroutants. Betty se souvient, il dit qu'il veut me faire quelque chose. Je demande quoi exactement? Il répond que ça ne fera pas mal et qu'il veut me mettre une aiguille dans le nombril. Elle continue, il dit de me détendre. Essaie-t-il de me harceler sexuellement? À ce moment-là, ils ont vu une sphère ressemblant à la lune, puis un groupe de personnes est apparu sur la route, bloquant leur chemin. La voiture s'est arrêtée, le moteur s'est éteint. L'un d'eux s'est approché de la voiture et a fait comprendre qu'il voulait effectuer quelques tests pour déterminer en quoi il leur ressemblait et en quoi il différait. Betty et Barney ont ensuite surnommé l'une des créatures le gros bonhomme et ceux qui effectuaient les tests, les experts. Autour de leur voiture se tenaient encore 9 créatures. Ils ont été séparés dans différentes pièces et la première partie de l'examen était identique. Ils ont vérifié les yeux, les oreilles, le nez, les jambes et les bras. Ensuite, ils ont dit qu'il fallait faire encore 2 tests. Un pour étudier le système nerveux et le second consistait à insérer une aiguille dans le nombril de Betty, qu'ils ont appelé le test de grossesse. Barney a également subi un examen similaire, mais il s'intéressait à la structure de son système reproducteur. Betty, réalisant qu'il n'était pas de cette planète, a demandé « D'où venez-vous » En réponse, on lui a montré une carte stellaire. Plus tard, ils sont sortis vers la voiture et ont observé comment le vaisseau des extraterrestres s'élevait dans les airs et disparaissait de la vue. En 1966, le journaliste américain John Fuller a publié le récit des Hill dans un livre intitulé « Voyage interrompu » qui est devenu un best-seller. Le récit contenait plusieurs détails qui ne laissaient aucun doute sur la véracité de leur histoire. Par exemple, Betty n'aurait pas pu inventer que des extraterrestres, lui avait été fait un test de grossesse en insérant une aiguille dans le nombril, car l'humanité n'avait inventé cette procédure que 10 ans plus tard. Lors d'une nouvelle séance d'hypnose, Betty a dessiné la carte stellaire qu'elle avait vue à bord de l'OVNI. Son schéma correspondait à celui qui a été découvert quelques années plus tard, lorsque la double étoile Zeta Reticuli a été identifiée. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que les époux ont pu raconter cette histoire uniquement sous hypnose. Sinon, ils ne se souvenaient pas de ce qui s'était passé. De plus, leur version était absolument similaire. Betty et Barney sont devenus les premiers êtres humains à parler d'enlèvement par des extraterrestres. Avant cela, personne ne croyait à l'existence de tels événements. Il ne faut pas non plus oublier que l'étude de ce cas et la conduite des séances d'hypnose étaient menées par un scientifique psychologue qui était sceptique à l'égard de tout ce qui était lié aux ovnis. Cependant, même lui a été bouleversé par le récit des Hill. Il a compris qu'il avait devant lui des personnes sérieuses qui ne seraient probablement pas venues lui raconter des histoires inventées. Ils avaient clairement vécu un syndrome post-traumatique et le docteur n'avait aucun doute sur le fait que ce cas était tout à fait réel. Cela ne pouvait pas être un mythe. En 1979, le professeur de la chaire de psychologie de l'Université de Californie, Alvin Lawson, a mené une expérience intéressante. Il a sélectionné 8 étudiants qui n'avaient jamais été confrontés au phénomène des ovnis. Et sous hypnose, il leur a demandé d'imaginer qu'ils étaient enlevés par des extraterrestres. Le professeur s'intéressait à la mesure dans laquelle leurs histoires inventées seraient similaires les unes aux autres. Dans son rapport, il était mentionné qu'une histoire ressemblait exactement au récit des époux Hill, y compris les détails sur les petits bonhommes et les tables blanches, ce qui confirmait leur expérience. Toutes les histoires d'enlèvement par des extraterrestres différaient radicalement. Elles contredisaient les faits connus sur le phénomène des enlèvements. Et de nombreux sujets ne pouvaient pas raconter clairement ce qui leur était arrivé. L'étude d'Alvin Lawson ne semblait pas convaincante, car les histoires fictives sur des ne pouvaient être similaires les unes aux autres. Cependant, d'un autre côté, les récits et des personnes ayant subi une hypnose avaient beaucoup en commun, et leurs détails semblaient plausibles. Le docteur Jean Rocco Lawrence, psychologue de l'Université de Concordia,
s'est intéressé à l'histoire des enlèvements. Il a noté que la plupart de ces récits avaient été obtenus lors de séances d'hypnose. Son laboratoire se spécialisait dans l'étude des mécanismes de la mémoire, et il comprenait que l'hypnose pouvait devenir un outil dangereux entre les mains d'un psychologue. Laurence et son équipe ont décidé d'explorer s'il était possible, grâce à l'hypnose, d'induire de faux souvenirs ou de manipuler ce qui était stocké dans la mémoire d'une personne. Ils ont étudié plusieurs cas inhabituels et ont conclu que pendant les cauchemars, les victimes d'enlèvement revivent à nouveau leurs expériences. Chaque année, des milliers de personnes rapportent qu'elles ont été enlevées par des extraterrestres pendant la nuit. Dans le cas des Hill, les détails de leur enlèvement sont devenus connus grâce aux séances d'hypnose. Cependant, il est important de se rappeler que l'hypnose a été utilisée pour obtenir des témoignages de personnes qui éprouvaient réellement des problèmes de mémoire. Certains scientifiques ont exprimé des doutes quant à la fiabilité de l'hypnose comme méthode d'obtention d'informations, affirmant que sous hypnose, les gens racontent ce qu'ils croient et non ce qui s'est réellement passé. Néanmoins, dans les témoignages des Hill, il y avait trop de coïncidences. Il est intéressant de noter que les époux n'avaient pas remarqué qu'ils étaient rentrés chez eux 2 heures plus tard. Ce fait a été découvert par l'enquêteur, qui les a aidés à prendre conscience de la perte de temps. Les Hill ont réagi sincèrement à ces paroles, disant « Mon Dieu, nous venons juste de réaliser que nous avons effectivement perdu 2 heures. » Ainsi, ils ont appris l'existence de cette perte de temps seulement 2 semaines après l'enlèvement. Il y avait une probabilité que les témoignages sous hypnose soient influencés par les informations fournies par les policiers. Les enquêteurs menaient une enquête et comparaient l'incident à d'autres cas similaires. À travers l'histoire des Hill, il est devenu clair qu'un enquêteur peut influencer inconsciemment les témoignages des témoins sous hypnose. Cette influence, bien qu'elle se produise à un niveau subconscient, ne doit pas être ignorée. En conséquence, sous hypnose, nous entendons une histoire dans laquelle l'opinion de l'enquêteur est déjà incluse. Mener une enquête correctement n'est pas aussi simple qu'il pourrait sembler. Il y a quelques années, une journaliste a décidé de se consacrer à l'étude du phénomène des enlèvements. Elle a beaucoup voyagé à travers le monde et, où qu'elle aille, elle entendait les mêmes histoires. Elle a passé 6 mois en Sibérie, 6 mois de plus au Tibet, où on lui a raconté des cas d'enlèvement. Partout où elle se rendait, elle rencontrait des personnes ayant vécu des expériences similaires. Et elle n'avait même pas idée qu'il y avait beaucoup de gens dans le monde avec des histoires analogues. Cela ne lui donnait pas de repos. Quand elle a vu ce qui se passait aux États-Unis, elle a pensé « Ces Américains sont tout simplement fous ». Peu de gens partagent leurs histoires d'enlèvement, et cela nécessite du courage. Les victimes ne racontent pas toujours cela même à leurs proches, craignant de ne pas être crus et ne souhaitant pas attirer une attention indésirable. Les témoignages des victimes ne sont pas toujours sans fondement. En général, leurs paroles peuvent être confirmées par des membres de la famille ou des amis. Lorsqu'une personne est enlevée, elle ne peut physiquement pas être là où on s'attend à la voir. Il existe de nombreux exemples où des parents inquiets partent à la recherche de leurs enfants. Lorsque les victimes d'enlèvement rentrent chez elles, des marques inhabituelles sont souvent découvertes sur leur corps. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider avec ça. On parle même de fait de croisement entre des extraterrestres et des humains. Plus la chercheuse entendait parler de cela, plus elle voulait comprendre la question. Elle a mené une série d'études, mais n'a jamais rencontré de preuves d'interruption de grossesse. C'est une véritable épidémie. Les recherches montrent que les cas d'enlèvement par des extraterrestres prennent des proportions terrifiantes. Toutes les descriptions des victimes et de ceux ayant vécu de tels cas sont si similaires qu'on se demande. Et si tout cela était vraiment vrai? Eddie Boulard a commencé à étudier ce phénomène bien avant que les premiers enlèvements ne soient connus. Selon lui, les histoires de personnes vivant dans différentes parties du monde et ne se connaissant pas se corroborent avec les témoignages d'autres témoins. Aujourd'hui, alors que l'information se propage instantanément à travers le monde, il n'est pas surprenant que des cas similaires à l'histoire des époux Hill aient été évoqués dans le monde entier.
Au Québec, quelque chose de très similaire au récit de Barney et Betty s'est produit. L'enlèvement a eu lieu alors qu'une personne éveillée conduisait sur une autoroute déserte. Ce cas est devenu une véritable aubaine pour les ufologues du Québec. Cependant, la victime a souffert d'isolement social et de moqueries de la part de la société. L'homme ne savait pas vers qui se tourner pour obtenir de l'aide et s'est littéralement renfermé sur lui-même. L'enlèvement a eu lieu le 24e novembre 1979. Ce jour-là, l'homme a eu une fille. Au travail, il a distribué des cigares à ses collègues pour célébrer cet événement joyeux. Ensuite, il est rentré chez lui à la chute par l'autoroute numéro 158. Alors que la voiture approchait de la ville, le conducteur a eu l'impression qu'un objet volait au-dessus de sa tête, capable de lui faire du mal. Il ne pouvait pas détacher son regard du nuage. Il y est entré et a entendu un bruit ressemblant à celui d'une pierre frappant une autre pierre. Il ne pouvait pas détacher son regard du nuage. Il y est entré à nouveau et a entendu un bruit ressemblant à celui d'une pierre frappant une autre pierre. Il ne pouvait pas détacher son regard du nuage. Il y est entré encore et a entendu un bruit ressemblant à celui d'une pierre frappant une autre pierre. Il ne pouvait pas détacher son regard du nuage. Il y est entré à nouveau et a entendu un bruit ressemblant à celui d'une pierre frappant une autre pierre. Quelque chose de semblable à un nuage s'est formé. Ensuite, il a remarqué qu'un grand ovni était suspendu à droite de la route. L'homme ne pouvait pas détacher son regard du nuage. Il y est entré à nouveau et a entendu un bruit ressemblant à celui d'une pierre frappant une autre pierre. Lorsque le conducteur est sorti de cette situation nuageuse, il a percuté un panneau de signalisation. La voiture a subi de légers dommages, mais le moteur n'a pas été touché. Et il était possible de continuer à avancer. Lorsque l'homme est rentré chez lui, il a réalisé que son retour avait été retardé de presque 2 heures. Il est assez difficile de croire au simple fait d'un enlèvement par des extraterrestres. Néanmoins, chaque année, un nombre significatif de témoignages est rapporté, ce qui ne peut qu'éveiller des doutes à ce sujet. Les ufologues sont convaincus que le phénomène d'enlèvement par des extraterrestres existe réellement. Cependant, les critiques de cette théorie estiment que toutes ces histoires ne sont que le fruit d'une imagination débordante. Les sceptiques demandent toujours où sont les preuves que cela s'est réellement produit, mais en réalité, elles ne sont pas si rares. Des traces sur le sol, des blessures inhabituelles sur les corps des victimes et, très probablement, même des implants, de minuscules dispositifs cachés dans les corps des victimes. Bien sûr, les gens veulent des preuves matérielles, mais nous avons ces indices. Des implants sont trouvés dans les corps des victimes, des cicatrices et des coupures sont découvertes sur leur peau. En 1995, le docteur californien Roger Lehr a été contacté par plusieurs personnes qui se considéraient comme ayant été enlevées par des extraterrestres, qui auraient implanté des dispositifs dans leur corps. Au cours de l'année 1995, et dans les années suivantes, il a effectué plusieurs opérations pour extraire ces implants. Il semble que le docteur Lehr ait réussi à découvrir et à retirer ces minuscules dispositifs. Avant ces opérations, il ne s'intéressait pas à ce sujet et ne croyait encore moins aux enlèvements par des extraterrestres. Cependant, son attitude envers ce phénomène mystérieux a radicalement changé, surtout après avoir pris connaissance des résultats des analyses des objets trouvés. Certains d'entre eux possédaient des propriétés étonnantes. À ce jour, il est connu que certains objets ont été extraits des corps de personnes affirmant avoir été enlevés par des extraterrestres. Lorsque les scientifiques ont étudié ces objets, ils ont conclu qu'ils avaient une origine extraterrestre. Ces données ont été enregistrées. Les implants ont d'abord été analysés par des spécialistes du laboratoire national de Los Alamos, puis ils ont été examinés dans un laboratoire du Nouveau-Mexique. Le grand public n'a pas été informé des résultats de ces recherches. Pour une raison inconnue, le Dr Lehr a refusé une expertise indépendante des implants, ce qui a amené certains chercheurs à douter de l'origine des objets non découverts. Néanmoins, les résultats obtenus par Lehr se sont révélés très intrigants. Après avoir analysé les objets trouvés,
il a été établi que certains d'entre eux contenaient des substances avec des isotopes atypiques pour notre planète. Bien que les éléments chimiques soient souvent présents sur Terre, les particules extraites des corps humains possédaient une structure moléculaire inhabituelle. Des scientifiques d'un laboratoire au Nouveau-Mexique ont conclu que les objets trouvés dans les corps des victimes ressemblaient à des morceaux de météorites, qui, comme on le sait, ont une origine extraterrestre. Les implants dont il était question avaient une coque biologique solide, les protégeant des températures élevées. Ces objets étaient recouverts de terminaisons nerveuses, ce qui, apparemment, reliait l'implant à la système nerveux humain. Plus les chercheurs étudiaient ces dispositifs, plus ils les impressionnaient. Les sceptiques expriment des doutes, qualifiant certains de ces objets de pseudo-implants. Cependant, le docteur Liard a effectivement extrait de certains corps humains des objets dont l'étude a suscité de vives controverses. Certains d'entre eux peuvent effectivement être qualifiés de pseudo-implants, car parfois des éclats de verre ou d'autres particules connues étaient extraites des personnes. Mais certains objets ont intrigué les scientifiques. L'un des objets les plus incroyables était celui qui avait été extrait du corps de l'Américain Richard Price. Entre la première et la seconde analyse effectuée par le professeur Pritchard, la structure de l'objet avait changé. Au début, il était métallique, puis il est devenu semblable à une boule de fibres de coton. Cela a stupéfié les scientifiques et personne n'a pu expliquer pourquoi cet objet avait tant changé de structure entre les deux analyses. À ce jour, il reste flou de savoir à quoi servent ces mystérieux implants. Les chercheurs ne peuvent pas prouver leur fonctionnalité ou leur principe de fonctionnement. Lorsque des implants seront découverts dans le corps humain, il sera peut-être clair pourquoi ils y ont été implantés, et alors toute la théorie prendra sens. Cependant, jusqu'à présent, aucun émetteur extraterrestre, dont parlent certains ufologues, n'a été découvert. Les chercheurs, étudiant les enlèvements par des extraterrestres, doivent apprendre à distinguer les récits véridiques de ceux qui ont été créés par des personnes impressionnables sous l'influence d'une hystérie alimentée par les médias. Ils devraient sélectionner pour analyse des cas dans lesquels la victime de l'enlèvement n'a pas pu être influencée par des facteurs externes. Les ufologues estiment que les époux Hill ne pouvaient pas inventer leur histoire d'enlèvement, car leur cas est devenu le premier témoignage au monde. Cependant, durant les 2 années qui se sont écoulées entre l'incident dans les montagnes et la consultation du docteur Simon, Hill aurait pu tout à fait créer cette histoire pour justifier son amnésie temporaire. Barney a avoué avoir lu tous les livres écrits sur le phénomène OVNI. Betty a dit qu'elle avait souvent discuté de ses rêves étranges qui avaient commencé à la hanter quelques jours après l'incident dans les montagnes blanches. Elle était convaincue que ces rêves recréaient les événements qui leur étaient arrivés. Au cours de ces 2 années, le couple avait revu tous les films sur les extraterrestres. L'histoire des enlèvements d'humains par des extraterrestres indique que notre société essaie de trouver la clé pour déchiffrer un phénomène aussi ancien que le monde. Toutes les personnes ne rencontrent pas de la même manière ce qui leur est arrivé. Des histoires effrayantes existaient déjà dans la plus lointaine Antiquité. Les gens ont toujours parlé de visites de représentants d'autres civilisations ou planètes sur Terre. Certains accueillaient les étrangers avec curiosité, d'autres avec peur. Notre perception des événements est fortement influencée par la culture. Nous faisons des rêves et au réveil, nous essayons de les raconter. Mais notre narration dépend aussi de l'époque dans laquelle nous vivons. Il y a 60 ans, les gens parlaient de la visite d'anges dans leurs rêves. Maintenant, tout le monde parle d'extraterrestres et de l'espace. C'est pourquoi les gens sont convaincus que ce sont des extraterrestres qui leur apparaissent la nuit. Si ces mêmes personnes étaient nées des centaines d'années plus tôt, il est probable que, dans leurs rêves, il y aurait eu des anges au lieu d'extraterrestres. Certains ufologues défendent avec insistance la théorie des enlèvements d'humains par des extraterrestres, consacrant leur vie à essayer de convaincre les sceptiques. Ils défendent ardemment leurs convictions et examinent minutieusement tous les détails des nouveaux témoignages de témoins.
Dans la plupart des cas, ils sont motivés par la peur d'une éventuelle attaque d'extraterrestres. Cependant, la question se pose, leur recherche a-t-elle une base réelle? Ou les extraterrestres ne sont-ils qu'un produit de notre imagination? Dans la ville de Sudbury, dans l'état d'Ontario, le docteur Michael Persender étudie le cerveau humain et divers aspects de notre conscience. Il partage son approche. Avant de commencer à travailler avec un patient, je découvre les particularités de sa personnalité. Les gens me parlent d'eux-mêmes et je fais attention aux mots qu'ils utilisent. Involontairement, ils me font comprendre dans quel environnement linguistique et culturel ils ont grandi. Le docteur Persender explique que l'hémisphère droit de notre cerveau peut donner à une personne la sensation qu'il y a quelqu'un à ses côtés. La stimulation de cette zone se produit pendant le sommeil et il n'y a rien d'inhabituel à cela. La nuit, nous faisons tous des rêves. Nous avons l'impression de nous observer de l'extérieur. Nous pouvons ressentir la présence d'un être, même lorsque nous sommes éveillés, dit-il. Des sensations similaires peuvent survenir dans des situations de stress, mais le plus souvent, les illusions se manifestent sous l'influence d'un champ magnétique puissant, qui est parfois créé dans la nature. Le docteur Persender continue. Si vous êtes dans un état limite, par exemple, en train de dormir, avec un renforcement du champ magnétique, votre cerveau peut recevoir une stimulation. À 4 heures du matin, vous pouvez sentir que quelqu'un vous touche. Peut-être que cela est dû à l'activité géomagnétique de la Terre, ou vous avez récemment ressenti une forte tension. Il note que les hémisphères droits s'activent, et les gens ont l'impression qu'il y a quelqu'un à leur côté qui les regarde. Ils peuvent se réveiller soudainement à cause de cette sensation, ajoute-t-il. Les hommes ressentent parfois une stimulation de l'anus, tandis que les femmes ressentent celle de l'utérus. Le cerveau a envoyé une impulsion dans une partie quelconque du corps. Vous l'avez ressenti à l'intérieur de vous, et non à l'extérieur. Il peut y avoir une sensation de flotter dans l'air, ou que quelqu'un vous touche. Au cours d'une expérience réalisée dans une pièce sans irritant sensoriel, le docteur Persender a demandé au sujet de porter un casque spécial qui modifie les ondes électromagnétiques du cerveau. Pendant l'expérience, certains participants ont ressenti la présence d'inconnus, et plusieurs personnes ont même vu des êtres étranges. Il est possible de créer artificiellement chez une personne la sensation qu'il y a quelqu'un à ses côtés, affirme-t-il. 80% des personnes que nous avons exposées à des champs électromagnétiques ont ressenti la présence d'un étranger dans la pièce. Le docteur Persender souligne que cela dépend également de ce que les gens s'attendent à voir ou à ressentir. Nous créons dans le laboratoire des conditions particulières. Quelque chose de similaire se produit dans les situations où les gens voient des ovnis ou ressentent la présence d'intrus. Les chercheurs se sont souvent rendus sur les lieux d'enlèvement, indiqués par ceux qui ont vécu cette expérience inhabituelle. Là, ils ont enregistré les fluctuations du champ magnétique qui n'est pas constant, mais qui s'affaiblit et réapparaît avec le temps. À l'aide d'un équipement hypersensible, nous enregistrons l'état du champ géomagnétique, puis nous numérisons l'enregistrement obtenu et envoyons un signal au cerveau de la personne qui affirme avoir vu des extraterrestres au même endroit où nous avons fait l'enregistrement, explique-t-il. Le docteur Persender note que 10 à 20% des personnes sont très sensibles au champ magnétique. En général, ce sont des personnes créatives, des musiciens, des écrivains, des personnes à la pensée flexible. Nous les considérons souvent un peu fous, car parfois des idées étranges leur viennent à l'esprit. Ces personnes sont si sensibles qu'en stimulant leur cerveau par le biais d'un changement de champ magnétique, elles ressentent la présence de quelqu'un. Il ajoute, 50 ans auparavant, ils auraient dit qu'un ange leur était apparu, il y a 100 ans, qu'un démon ne les laissait pas en paix. Maintenant, les démons ont cédé la place aux extraterrestres, car les perceptions des gens ont changé. L'histoire du phénomène des ovnis a commencé en 1947, mais 20 ans auparavant, les premiers livres sur ce phénomène étaient déjà apparus. Cela signifie que les lecteurs américains étaient déjà familiarisés avec l'idée d'objets volants en forme de disque et de pilotes de petite taille avec de grandes têtes qui enlèvent des gens.
Ces thèmes étaient activement discutés dans les magazines de science-fiction américains. Par conséquent, il ne faut pas exclure la possibilité que toutes ces histoires puissent être basées sur des fictions. Nous vivons dans un monde où la culture de masse domine. Tant les Européens que les habitants du Canada subissent une influence significative de la culture de masse américaine. Il ne faut pas oublier qu'à partir des années 20 et 30, une multitude d'histoires sur les extraterrestres a inondé les gens. Et depuis les années 50, des films sur l'invasion des extraterrestres se sont ajoutés à cela. Les extraterrestres sont devenus des héros, même des dessins animés américains. Les gens entendent parler des extraterrestres de tous côtés. Et notre esprit est littéralement imprégné de cette idée. C'est pourquoi il est si difficile de distinguer une véritable enlèvement d'une fiction. Certaines personnes ont une imagination trop fertile. L'histoire de Barney et Betty Hill est devenue une partie de la culture de masse mondiale. Comme c'est souvent le cas, les gens croiront plutôt à une histoire incroyable qu'ils ne tenteront de comprendre les détails. Certains ufologues pensent que les Hill ont raconté une histoire vraie, en se référant au récit de Betty sur un test de grossesse qui a été inventé bien plus tard. Pour d'autres, le fait indiscutable est la carte stellaire dessinée par Madame Hill sous hypnose. Elle correspond à l'étoile double Zeta 1 et Zeta 2 dans le système stellaire Zeta Reticuli, qui a été découverte quelques années après l'incident dans les Montagnes Blanches. Cependant, en réalité, un tel test de grossesse a été effectué pour la première fois en 1882 et il a commencé à être pratiqué en Amérique depuis 1930. En ce qui concerne Zeta 1 et Zeta 2, l'astronome qui a découvert la nature double de Zeta Reticuli a, quelques années plus tard, changé d'avis, déclarant que Zeta n'était pas une étoile double. De plus, le récit de Betty répétait pratiquement mot pour mot le rêve dont elle a parlé quelques semaines après l'incident. Certaines personnes pensent à tort que les rêves sont des souvenirs subconscients. Il est indéniable que les témoignages des Hill contiennent des éléments qui confirment l'inhabituel de ce qui leur est arrivé. Par exemple, le fait qu'un objet étrange soit apparu à l'écran du radar ce jour-là, la robe de Betty se soit étrangement décolorée, et que les deux époux ne se souviennent pas de ce qui leur est arrivé. Mais aucun de ces éléments ne prouve l'existence du phénomène d'enlèvement par des extraterrestres. Il est intéressant de noter que les témoignages des victimes d'enlèvement ressemblent aux récits de personnes ayant vécu une mort clinique, ainsi qu'aux histoires de chamans qui entrent dans un état particulier en communiquant avec les dieux, et aux récits des toxicomanes sur les visions qu'ils éprouvent dans un délire narcotique. De nombreuses parallèles peuvent être établis entre ces phénomènes. Dans ce cas, le phénomène d'enlèvement par des extraterrestres pourrait être essentiellement analogue à l'état vécu par les chamans. Les gens ont l'impression de voir des ovnis parce que c'est un sujet dont on parle partout. Le chaman voit ce qui correspond à la mythologie de son peuple. Notre mythologie, ce sont les extraterrestres et les soucoupes volantes. Je pense que les gens voient vraiment quelque chose, mais interprètent ce qu'ils voient à travers le prisme de la science-fiction. OVNI, faits et falsification. Dans notre prochaine émission, nous continuerons à discuter du phénomène mystérieux des ovnis et tenterons de jeter un œil sur notre avenir. L'émission a été enregistrée dans les studios de Tutti Records à la demande du studio U7 TV, le mécanisme de l'univers. Comment l'univers est-il né? Est-il Odyssée cosmique, destin des astronautes, en surmontant l'espace et le temps, s'envoler à la vitesse de la lumière vers des galaxies lointaines. Se promener sur Mars, atterrir sur la Lune, rubrique Cosmos. Regardez sur la chaîne 24 Technis. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est caché.